Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quel serait le programme hypothétique du Parti social-démocrate en 2017. Alors, on va commencer par le social. Alors, au niveau social, il faut commencer par les ce qui a été obtenu donc par les ouvriers, les institutions révolutionnaires, c'est-à-dire rétablir les élections à la caisse de sécurité sociale qui ont été supprimées pour permettre aux patrons d'y venir déjà. Et déjà, par exemple, donc rétablir les élections à la gestion de la caisse de sécurité sociale, enlever le patronat de cette gestion, parce que il a pas besoin de le gérer. Ensuite, on va créer une caisse de salaire, c'est-à-dire que les entreprises, au lieu de payer leurs ouvriers, elles vont tout simplement verser une cotisation à une caisse qui, la caisse, au niveau national, qui ne sera pas gérée par l'État mais par les ouvriers puisqu'il y a des élections, comme je viens de le dire précédemment, cette caisse payera les ouvriers elle-même et ça marchera comme la maladie, c'est-à-dire que si jamais une entreprise ne va pas bien, vu que c'est une socialisation au niveau national, eh ben la caisse payera quand même les ouvriers puisque, euh, puisque c'est une socialisation au niveau national et les ouvriers seront tout le temps payés. Et cette caisse de salaire prendra en compte aussi, elle fusionnera avec la caisse d'allocation chômage. C'est-à-dire qu'on percevra ce salaire quoi qu'on soit en train de faire, qui sera un salaire de 1500 euros qu'on appelle le salaire à vie. Alors, dans un premier temps, sur les 5 ans, je pense pas qu'on puisse mettre en place le salaire à la qualification, hein, mais bon, dans un premier temps, voilà. Limitation du salaire, donc entre 6000, enfin entre 1500 pour le minimum dès qu'on a 18 ans, on se transforme en majeur politique, on a 1500 euros. Entre 1500 et 6000 euros, suivant le métier qu'on fait pour l'instant avec des primes de poste au départ, et 6000 euros. C'est-à-dire que c'est le cas de 90% de la population française, hein. Il faut bien se rendre compte que 90% des gens gagnent moins de 6000 euros. Donc voilà. Et il y a je sais plus combien de pourcents qui gagnent moins que 1500. Je crois que c'est la médiane, hein, 1500. Il y a 50% des gens qui gagnent moins que 1500. Donc on va redistribuer les choses de manière claire et nette à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué le dégel de la hausse des taux de cotisation. C'est-à-dire que je crois que c'est Michel Rocard qui a fait en sorte que dans les années 90, les taux de cotisation soient gelés et du coup, ça donne les problèmes de financement de la sécurité sociale. Parce qu'en fait, si vous voulez, chaque année, il y a du progrès technique. Donc, grâce à ce progrès technique, on a plus ou moins de... La productivité augmente, tout simplement. On a besoin de moins de gens pour faire la même chose qu'avant. Et donc, on produit quand même la même richesse qu'avant, hein, mais avec moins de gens. Mais les gens peuvent en profiter de cette richesse. Et donc le problème, c'est que avant on disait on va augmenter le taux de cotisation en suivant la productivité. C'est-à-dire la productivité augmente, on augmente le taux de cotisation à des caisses, donc de retraite, de ce que vous voulez, d'autant. C'est-à-dire que ça ne changeait en rien les bénéfices de l'année précédente du patron, mais ça permettait de financer les retraites. Voilà. Votre productivité a augmenté de 3% en un an, vous cotisez 3% de plus à la caisse de retraite. Ce qui fait qu'il n'y a aucun problème de financement, puisque les 3% de gens qui ont été virés, d'ailleurs aux caisses de retraite, de chômage et tout ça, donc les 3% de gens qui ont été licenciés, dont on n'a plus besoin parce que la productivité a augmenté, bah, ils sont payés par le travail des machines, puisque c'est les machines qui produisent maintenant cette richesse. Comme en Belgique où le chômage est à durée indéterminée. Enfin, était. C'est-à-dire que vous étiez au chômage, eh bien, vous pouviez y rester 20 ans, mais bien sûr, les gens savaient très bien que rester au chômage, c'était, comment dire, vous le savez, c'est peu valorisant, tout ça, et il y avait la durée de... Pour retrouver un emploi, la durée, enfin, le nombre de gens qui étaient en chômage de longue durée n'était pas plus élevé qu'en France, d'ailleurs, moins élevé. Donc, même si les gens percevaient la même chose en étant, en n'ayant pas d'emploi rémunéré ou en n'ayant pas de travail rémunéré, bah, ils en cherchaient quand même. Donc il y avait pas de souci. J'ai mis aussi la sortie de l'Union européenne
puisqu'elle nous empêche de faire toutes les politiques sociales, tout ce que vous voulez. Je vous renvoie aux analyses de François Asselineau, même si je ne voterai pas pour lui, mais je trouve qu'il a des analyses intéressantes sur l'Union Européenne. Donc voilà, la sortie de l'Union Européenne pour être tout simplement comme 90% des pays du monde. Voilà. Et pour notamment répondre, par exemple, quand on a un journaliste qui dit à Mélenchon ou à un autre, qui lui dit, ou à Philippe Poutou par exemple, qui lui dit: oh là là, mais qu'est-ce que vous faites le taux d'emprunt sur les marchés mondiaux va augmenter, on pourra plus emprunter, on pourra plus se financer, ils vont plus vous financer. Et bien justement, la sortie de l'Union Européenne permettra de retrouver un franc national et une banque de France dans un premier temps. Après, ce sera une caisse d'investissement, mais une banque de France qui permettra tout simplement de subventionner. Enfin, une banque de France qui permettra de créer de la monnaie, comme la Banque de France le faisait avant, mais bon, c'était pas tout à fait pareil. Et elle créera de la monnaie, on n'aura plus besoin de l'emprunter, on la créera nous-mêmes, on créera la monnaie dont on a besoin. Enfin, on retrouvera une indépendance, c'est-à-dire que la monnaie ne sera plus dans les mains du privé. On créera une banque de France et tout le monde sera à la Banque de France, c'est-à-dire on enlève toutes les banques privées. Vous aurez un compte dans une banque qui sera l'unique banque française, qui sera la Banque de France, qui sera un service public, qui ne fera pas de bénéfices, qui prêtera à taux zéro sur les ménages, parce que les ménages, par exemple une voiture ou une maison, ça ne compte pas dans le PIB, donc ça ne produit pas de valeur. Si vous achetez une voiture ou une maison, ça ne compte pas dans le PIB, donc elle vous prêtera et vous devrez rendre l'argent. Mais par contre, pour les entreprises, elle va les subventionner. C'est-à-dire que, au lieu de leur dire je te donne de l'argent puis tu me le rends, ben, elle leur donnera de l'argent. Puis ça sera un service public. Donc bien sûr, il y aura une commission tout simplement pour vérifier l'état des projets, c'est-à-dire est-ce que les projets sont viables, est-ce que les projets, voilà, tout simplement la pertinence des projets, hein. Bien sûr, on va pas donner de l'argent à n'importe qui comme ça. Mais on va créer la monnaie pour la donner aux entreprises qui en auront besoin. Et comme l'année suivante, elles vont créer plus de valeur, puisque de par le progrès technique ou de par l'activité que ça aura fait, cette subvention, bah du coup, le PIB sera plus important et on pourra se servir de cet argent. Donc c'est pour ça qu'on leur prête par subvention et pas par... Enfin, on leur prête pas d'ailleurs, on les subventionne et on ne fait pas de crédit, parce qu'il faut savoir que le crédit aujourd'hui, en fait, c'est des propriétaires lucratifs, donc qui ont les moyens de production, qui ont les patrons, tout ça, le grand patronat, les actionnaires, qui sont des propriétaires lucratifs, qui nous prennent de l'argent à nous, que nous produisons, parce que eux n'en produisent pas. Enfin, nous ne produisons pas de l'argent, mais nous produisons des richesses, qui nous prennent nos richesses, qui les mettent dans une banque, donc la banque nous a confisqué ce qu'on a produit, et ensuite, elle nous le redonne, puisqu'on leur lui demande, par un prêt, et après, elle nous le reprend. Donc, en fait, on se fait deux fois voler dans cette histoire, et il ne faut pas continuer. Ensuite, pourquoi à taux zéro? Alors ça, c'est très très important, et c'est vraiment une chose essentielle, c'est qu'en fait, prêter, je vous mettrai peut-être des vidéos en lien, c'est-à-dire que prêter pas à taux zéro engendre en fait, c'est la seule raison pour laquelle on a besoin d'avoir de la croissance, je vais vous l'expliquer. Engendre la destruction de la nature. Parce qu'en fait, quand vous prêtez à taux zéro, bah, la masse monétaire reste la même. Hop, enfin la richesse qui a besoin d'être produite reste la même. Hop, vous prêtez 10 euros, il y a 10 euros en circulation, il finit par vous rendre 10 euros. Bon, il n'y a pas de problème, à taux zéro. Sauf que si vous demandez un prêt à 1%, enfin ou à 10%, on va dire à 10%. Bon, bref, vous prêtez à 10%, ça veut dire que le gars va devoir vous rendre 11 euros. Donc il va devoir piquer sur la nature, il va devoir exploiter la nature pour créer cet euro en plus, cet euro de richesse en plus que vous lui avez demandé. Et donc il va détruire la nature pour vous rembourser. Et ensuite il va vous refaire un prêt, ce qui se passe aujourd'hui, et vous allez lui reprêter à 10%, donc ça va être un peu plus de 12 euros qu'il va devoir vous rendre, mais il va devoir encore exploiter la nature. Donc le prêt à taux zéro, c'est vraiment la pierre angulaire d'une politique écolo, vraiment. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est un prêt à taux zéro, et c'est la seule raison pour laquelle on a besoin de croissance, hein. À part si, bien sûr, la population augmente, mais
Sinon, c'est la seule raison pour laquelle on a besoin de croissance, puisque, tout simplement, euh, imaginez que chaque année, la France produit 2000 milliards. Si on n'a pas de croissance, l'année prochaine, on produira quand même ces 2000 milliards, même si on a zéro de croissance. C'est-à-dire qu'on aura quand même le même budget que l'année d'avant. Il n'y a pas eu une catastrophe, hein. Et c'est-à-dire que si parmi vous, il y a des gens qui ont des appartements ou des maisons qui ont été produits, ou des voitures qui ont été produites il y a plus d'un an, vous ne comptez pas dans le PIB de cette année. Donc ça veut dire que l'année prochaine, même si on produit rien du tout, zéro de PIB, vous aurez quand même un appartement, une maison, une voiture. Donc il faut arrêter avec la croissance. Il n'y a que le Bhoutan qui a arrêté dans les 194 pays du monde. Il n'y a que le Bhoutan qui a arrêté cette folie à la croissance. Donc il faut arrêter avec la croissance. Puisque même si on décroît, il n'y a aucun problème, vraiment. Ça, je tiens à vous le dire. Et ensuite, pour embrayer sur le Bhoutan, on va interdire la publicité. On va pas interdire les annonces, on va interdire la publicité subjective avec des, vous savez, oh là là, cette crème est géniale, machin, avec aucun point de vue. On pourrait par exemple créer un service public des annonces, télévisuelles ou internet, qui serait chargé de tester les produits en toute objectivité et vous dire, ah, il casse facilement, ah, c'est bien parce qu'il arrive à bien nettoyer ou je sais pas quoi. Mais par contre, il casse facilement. Un truc beaucoup plus objectif. Mais des annonces sur les nouveaux produits qui existent, bien sûr. Mais interdiction de la publicité qui crée le besoin et des trucs vraiment réels où on pourra tester. D'ailleurs, en parlant de la télé, au niveau du CSA, on pourrait tout simplement voter pour les gens du service public télévisuel, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il n'y ait aucune chaîne. euh, Si, il pourrait y avoir des chaînes privées, mais les grandes chaînes ne seraient pas privées. Il pourrait y avoir des petites chaînes sous forme de coopératives qui n'auraient pas un revenu lucratif et qui n'auraient surtout pas d'intérêt, et surtout pas les chaînes d'infos. Les chaînes d'infos, il faut interdire qu'elles soient privées parce que sinon, c'est des grands milliardaires qui font que faire de la propagande pour leurs intérêts. Ensuite, surtout, j'avais oublié de dire que nous allons interdire les sondages. Voilà. C'est-à-dire que il faudra des médias objectifs. Donc, interdiction des sondages, tout simplement. On dira juste, tel candidat propose ça, ça, ça. Choisissez en toute âme et conscience. Voilà. Tel candidat propose ça, tel candidat propose ça, tel candidat propose ça. Il n'y aura pas de jugement de valeur, ça sera des trucs objectifs. Voilà, tout simplement. On ne va pas renouveler, vous savez que TF1 a une concession de l'État, on ne la renouvellera pas. C'est-à-dire qu'on voilà, TF1 est censé rendre, enfin Martin Bouygues est censé rendre TF1 à l'État en 2022, je crois. Eh bien, il faudra pas la renouveler, voilà, c'est tout. Et on pourra même la saisir avant, parce qu'elle a déjà été renouvelée, donc on pourra la saisir avant. Ensuite, j'ai noté, donc oui, création d'une caisse d'investissement public, donc qui ira avec la Banque de France nouvellement indépendante. C'est-à-dire qu'en fait, on supprime tout impôt. On supprime tous les impôts, tout simplement. Puisque les impôts, c'est encore un système un peu idiot, selon moi. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent aux gens, on dit attention, on prend-en bien soin, hein, ne les dépense pas. Et après, on leur les reprend. Je trouve ça complètement idiot. Donc on va prendre l'argent au moment de sa création, c'est-à-dire dans le chiffre d'affaires des entreprises. Puisque vous savez que les impôts taxent le profit, puisqu'elles taxent des gens qui ont eu du revenu du capital, comme le patronat, tout simplement. Et on va leur prendre avant qu'ils puissent les avoir. C'est-à-dire que le taux d'impôt, on leur versera leur salaire, qui sera déduit des impôts qu'ils devraient payer. Comme ça au moins, ce sera, et voilà, on augmente le taux de cotisation pour prendre en compte une caisse d'investissement public. Donc les investissements seront faits, mais à la fin du mois, vous aurez tout ce dont vous avez besoin, vous méritez, tout simplement. C'est-à-dire que voilà, vous ne payerez pas d'impôts locaux, rien du tout. Et d'ailleurs que je pensais avant de l'idée de cette caisse que les impôts locaux et les impôts fonciers devraient être en fonction des revenus. Mais bon, c'est comme l'ISF par exemple. Les paysans de l'île de Ré qui ont 80 ans ne vont pas vendre leur maison pour payer l'impôt sur la fortune alors qu'ils ne gagnent rien.
juste parce qu'ils juste parce qu'ils sont sur une île, voilà, qui est devenue à la mode. Non, c'est n'importe quoi. Il faut que ce soit à condition de revenus, bien sûr. Mais bon, comme je l'ai dit, l'impôt disparaît avec la caisse d'investissement public qui pourra elle aussi créer de la monnaie, enfin qui fera partie de la Banque de France, on va dire. Donc, j'ai noté. Voilà, on est à peu près bon sur ça. Après, au niveau démocratique, donc j'en ai parlé un peu avec l'interdiction des sondages, tout ça. Mais au niveau démocratique, on peut imaginer une nouvelle constitution. C'est-à-dire que d'abord, je vais vous exposer les défauts de celle-ci, quelques défauts, et ensuite, je vais vous dire qu'est-ce que pourrait être la prochaine constitution. C'est un exemple, hein, tout simplement, puisque c'est les gens qui vont choisir. Mais les défauts de cette constitution, c'est que il y a un président. Donc déjà, personnification du pouvoir, c'est-à-dire que voilà, vous votez pour des gens qui sont bien habillés, qui hésitent pas, qui sont pas tremblants de la voix parce qu'ils passent à la télé, vous voyez. Enfin, c'est vous votez pour quelqu'un qui est présentable, qui est présidentiable. C'est pour ça que le président, je crois qu'il ne faut pas de président en fait, hein. Parce que en fait, ça dit oui, lui il parle trop fort. Enfin, vous voyez très bien les des arguments qui n'ont aucun lien avec le programme de la personne. Donc il faut tout simplement faire en sorte qu'il y ait un groupe. Donc je pense qu'au niveau de l'exécutif, il faut recréer un consulat, c'est-à-dire, bon, pas pour faire comme Napoléon, mais un vrai consulat démocratique, hein. C'est-à-dire au niveau de l'exécutif, je pense qu'il faut un groupe de 3 personnes, donc qui permettra un équilibre. Ils pourront voter, voilà, s'ils ne sont pas d'accord, 2 contre 1, voilà, il n'y a pas de souci. Mais ils pourront, le consulat créera en fait le fait que ce soit des groupes et que du coup, la personnification de la personne à la télé pourra être moins importante. Donc en fait, voilà, groupe numéro un, groupe numéro 2, voilà, consuls, qui seront les consuls, bon, voilà, qui décideront de l'exécutif. Et l'exécutif ne sera fait par le consulat, mais juste exécutif. C'est-à-dire, d'ailleurs, il y a eu aussi un exemple dans l'histoire française, à part le consulat de Napoléon, qui était le directoire où il y avait 5 directeurs. Mais bon, parenthèse fermée. Donc, c'est-à-dire que le consulat, tout simplement, sera chef de l'exécutif. Il sera chargé des armées et des forces de police du territoire, c'est-à-dire de faire exécuter les lois, simplement. Il n'aura aucun droit de proposer des lois, de signer des lois ou quoi que ce soit. Les lois ne seront pas faites par l'exécutif comme aujourd'hui où c'est le président de la République qui doit signer s'il est d'accord avec les lois. Donc non, le consulat, il sera juste là pour faire appliquer. Nous mobilisons l'armée, nous mobilisons les forces de police, nous mobilisons voilà, ce qu'il faut, les pompiers s'il y a des catastrophes naturelles, ce genre de choses. Ils seront là pour gérer. Le consulat ne servira qu'à ça. Ensuite, aujourd'hui, donc il y a le président de la République qui est ambigu puisqu'il a, par exemple, vu qu'il est chef de son parti, il a le pouvoir sur l'investiture des députés. C'est-à-dire que le corps exécutif peut avoir de l'influence sur le législatif, puisqu'il dit à ses députés, si vous m'obéissez pas, eh bien, vous ne serez plus député, je ne vous investis plus en tant que député. Ce qui est quand même assez, voilà, assez important. C'est-à-dire que par exemple Hollande a dit aux socialistes, si vous ne votez pas la loi El Khomri, je ne vous remets plus, je ne vous permets plus d'être député. Donc les députés sont obligés de voter. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de séparation des pouvoirs aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je dis que l'exécutif ne s'occupera que de l'exécutif. Donc le groupe exécutif que j'imagine, le consulat, ne pourra pas avoir de l'influence sur les députés. Donc il n'y aura pas comment dire, le pouvoir ne sera pas mélangé entre l'exécutif et législatif. Ensuite, on aura un, on aura un pouvoir législatif. Oui, et au niveau de l'exécutif, il y aura bien sûr des ministres, hein, comme aujourd'hui, mais qui seront chargés uniquement d'organiser et de faire en sorte que les lois de l'exécutif soient, enfin, des lois du législatif soient mises en place. C'est tout. C'est tout ce à quoi serviront les ministres de l'exécutif. Ensuite, au niveau législatif, on peut imaginer un parlement, tout simplement, composé du même nombre de députés qu'aujourd'hui, voilà. Et
enlever, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui il y a l'Assemblée nationale et le Sénat, et aussi le Conseil économique et social. On pourrait simplement faire disparaître le Conseil économique et social qui ne sert vraiment à rien, vous pouvez vous renseigner. Ensuite, on, on enlève les sénateurs et on crée une assemblée de citoyens, et on leur donne... On, on met les deux assemblées à égalité entre les élus et les non-élus. On crée une assemblée de citoyens à la place du Sénat qui est des citoyens tirés au sort dans chaque circonscription sénatoriale précédente. C'est-à-dire que voilà, ça représentera tout le monde. Il y aura la même proportion de femmes, de minorités que dans la France. C'est-à-dire, voilà, il n'y aura pas que des hommes de 70 ans, tous, voilà, qui n'ont jamais travaillé en usine ou je sais pas quoi. Il y aura la même proportion d'ouvriers, d'employés, de cadres, de tout ce que vous voulez, des minorités ethniques ou pas, d'hommes et de femmes. Grâce au tirage au sort, qui permettra de se mettre d'accord avec l'Assemblée nationale qui sera élue, elle, pour faire en sorte que des lois passent. Il faudra que les deux soient d'accord. On peut imaginer aussi, au niveau législatif, une institution qui sert à examiner les propositions de lois citoyennes, c'est-à-dire qu'on pourrait leur envoyer des lettres, et eux se chargeraient de tout simplement rédiger des textes de loi et de les proposer en vote par référendum ou, ou tout simplement de les proposer à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée citoyenne. Voilà, donc on peut imaginer ça au niveau législatif. Sachant qu'il faut savoir que l'exécutif d'aujourd'hui est aussi emmêlé avec le judiciaire, puisqu'il y a un ministère de la Justice, qui est le ministère de la Justice qui est sous le commandement du président, et qui est, lui, commandant des forces de justice, c'est-à-dire qu'il peut nommer le procureur de la République, qui décide de poursuivre ou pas certaines personnes. Donc, bon, eh ben on peut tout simplement supprimer le ministère de la Justice, on n'a pas à commander quels magistrats sont là, quels magistrats doivent pas être là. On doit laisser la justice indépendante, qui servira uniquement à appliquer, à rendre des décisions et des peines sur les lois qui auront été décidées par le Parlement et par les gens. Donc voilà quelle constitution j'imagine pour le moment, mais elle peut être bien sûr améliorée. C'est une constitution au niveau institutionnel, hein, comment fonctionnent les institutions, mais voilà, on peut y mettre plein de choses dedans, hein, la règle verte, ce genre de trucs. Ensuite, j'ai noté au niveau écologique, alors ça sera la dernière partie. Au niveau écologique, on va essayer d'être 0% nocif. C'est l'objectif. C'est-à-dire que au niveau écologique, il va falloir encourager les gens à avoir des toilettes sèches. Pourquoi? Parce que c'est très important. C'est très important. Là, ce que je vais vous dire, il faut bien écouter. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne prend pas tous des toilettes sèches, dans 60 ans, on ne pourra plus se nourrir. On ne pourra plus se nourrir. Et vous avez bien entendu, écoutez pourquoi. Puisque, en fait, imaginez que la Terre contient du phosphore. Et donc, quand une plante pousse, elle a besoin de phosphore. Donc, elle en puise dans la terre. Bon, et après, les plantes meurent, et le phosphore revient à la terre. Il n'y a pas de souci. Sauf que, imaginons par exemple que on rajoute quelque chose, une autre forme de vie que les plantes, on rajoute par exemple des herbivores, des vaches. Elles mangent les plantes, mais là après, elles font des déjections dans les champs, et le phosphore retourne à la terre. Il n'y a pas de problème. Sauf que nous, on mange les vaches et les plantes, et on fait des déjections dans l'eau, dans les stations d'épuration. Et on rejette tout ça dans l'eau, ça va jusqu'à la mer, et ça ne retourne jamais au champ. Donc on puise le phosphore des champs, et on l'y remet jamais. Et c'est pour ça que les poissons sont plein de phosphore, hein, faut le savoir. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de rajouter du phosphore, aujourd'hui. Et il y a 2 mines dans le monde, qui sont au Maroc et en Chine, et pour la consommation actuelle, il y a 60 ans de réserve. C'est-à-dire qu'avec l'augmentation de la population, il y aura moins que 60 ans de réserve de phosphore. Et c'est pour ça qu'on est obligé de mettre des intrants chimiques dans les sols, puisque le problème du phosphore, eh ben, on le vide, on le met dans la mer, et ça va être vraiment très difficile de le récupérer. Alors que la solution, ce serait d'avoir des toilettes sèches, qui sont pas si, comment dire,
qui sont des toilettes très faciles d'accès, faciles à utiliser. Mais en fait, pour encourager ça, il faudrait créer un service public du ramassage de, de conteneurs de toilettes sèches. C'est-à-dire que, on, comme les poubelles, hein, vous pourriez mettre votre réservoir dans la rue ou quelque part, et il les prendrait et il vous donnerait un nouveau réservoir vide, tout simplement. Voilà, pour avoir votre toilette sèche, il vous prendrait votre réservoir et il vous donnerait un réservoir vide. Il les mettrait dans des hangars, voilà. Il laisserait les choses se décomposer à un certain moment. Et en fait, le hangar fermé permettra de récupérer le gaz, donc le méthane, pour déjà, par exemple, faire rouler des voitures, chauffer les maisons, tout ça. Et ensuite, il mettrait le reste, ce qui reste, dans les champs pour pouvoir remettre le phosphore, tout simplement. Ce qui est très important au niveau écologique. Je pense qu'il faut aussi donc développer, comme Mélenchon le dit, l'agriculture paysanne. On peut imaginer déjà pour les cultures de l'agroforesterie, c'est-à-dire deux lignes d'arbres parallèles et une, euh, au milieu les céréales ou ce qu'on veut planter. Ce qui permet en fait, c'est des feuillus, ce qui permet en fait à l'automne, les feuilles d'arbres tombent et elles fertilisent la terre elles-mêmes. Et ce qui permet d'éviter de mettre des produits chimiques ou quoi que ce soit. Il faut reprendre certaines méthodes du Moyen Âge, c'est-à-dire par exemple la jachère, faire reposer les terres pendant un certain moment. Il faut, je pense, pour les animaux, déjà réduire notre consommation de viande. Et contrairement à ce que dit Mélenchon, je pense que la consommation de poissons en pisciculture n'est pas une chose à faire, puisque il faut les nourrir avec des poissons qu'on pêche dans l'océan. Ça, il faut le savoir, hein. Donc, c'est pas idéal hein, quand même, hein. Donc, je pense que pour la viande, il faut réduire notre consommation. Il faut manger des plantes qui nous apportent des protéines, mais on peut manger de la viande. Mais je pense que les conditions d'élevage de la viande qui doit être élevée doivent être très spécifiques. C'est-à-dire que je pense que nous devons élever les animaux comme en Camargue, vous savez, les chevaux qui sont en semi-liberté dans des très grands espaces. Et le moment venu, on en chasserait quelques-uns. Alors je ne sais pas quelle pourrait être la méthode d'abattage des animaux pour faire en sorte qu'ils soient respectés. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on pourrait en chasser quelques-uns tout simplement pour les manger. Mais au moins l'animal aurait vécu la grande partie de sa vie en liberté, sans être stressé, dans 3 mètres carrés. Enfin, vous voyez la chose. Ensuite, je pense qu'il faut, au niveau production énergétique, il faut faire très très attention. Vraiment. Alors là, je pense que, par exemple, pour les éoliennes, il faut savoir que certaines éoliennes ont été plantées. Donc je pense le nucléaire, voilà, c'est mort, hein. Il faut faire des recherches sur la fusion froide, ce genre de trucs. Bon, mais je pense qu'il faut en sortir quand même, le nucléaire, à cause des risques évidents et qu'il faut arrêter tout ça. Ensuite, je pense que il faut faire très attention même avec le renouvelable. C'est-à-dire que je veux un objectif 100% renouvelable, mais il faut faire très attention parce que vous savez que en fait, il y a certaines éoliennes qui ont été plantées en plein milieu d'axes de migration des oiseaux. C'est-à-dire que vous voyez qu'au pied de certaines éoliennes, il y a des centaines de cadavres d'oiseaux parce que ça coupe leur truc de migration et que c'est un calvaire. Donc, premièrement, voilà, pour les éoliennes. Ensuite, je pense que à la place des éoliennes qu'on a maintenant, qui ont un axe vertical pour tourner, je pense qu'on devrait avoir des éoliennes avec un axe horizontal. Parce que ça permettrait de moins être une barrière, vraiment, pour les oiseaux, pour les insectes, pour tout ce que vous voulez. Un axe vertical permettrait beaucoup plus de choses, en fait, hein. Beaucoup plus de respecter l'environnement. Ensuite, les hydroliennes, je suis en faveur de ça. Les usines marémotrices, mais il faut faire attention avec l'environnement poissonnier, hein. Faut pas les utiliser tout le temps, il faut les laisser ouvertes quelques temps, voilà. Parce que il faut que les poissons puissent se servir aussi des cours d'eau pour tout simplement aller pondre, faire ce qu'ils ont à faire. Voilà. Donc je suis en faveur des usines houlomotrices, ça c'est très bien. Et marémotrices,
et aussi des hydroliennes. Mais il faut faire attention en les plaçant dans des courants que en fait certains poissons empruntent ces courants pour aller quelque part, pour migrer, pour faire ce qu'ils ont à faire. Et donc comme les éoliennes, il faut faire très très attention avec ce genre de truc parce qu'on pourrait faire disparaître des espèces à vouloir faire ce genre de choses. Et ensuite je pense qu'il faut soit trouver une solution pour qu'un barrage ne soit plus du tout un obstacle pour les saumons, ce genre de choses, parce qu'il faut savoir que par exemple dans la petite ville de Brioude, en Haute-Loire, les ouvriers, les 150 ouvriers de l'usine de la ville, mangeaient du saumon tous les jours, il y a, je sais pas, 70 ans. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul saumon dans la Loire, à cause des barrages. Donc soit il faut étudier un système pour que le barrage ne représente un obstacle pour aucun poisson, soit il faut détruire les barrages et les remplacer par les formes d'énergie précédemment évoquées, pour éviter tout impact sur l'environnement. Les barrages, je pense que voilà, il va falloir en faire quelque chose, il va falloir tout simplement les détruire, je pense, hein, quand même. Et donc, au niveau des transports, alors au niveau des transports, ça va être très important, hein. Je pense peut-être qu'il va falloir réduire les déplacements, mais par exemple, au niveau aérien, on pourrait choisir de prendre des dirigeables, tout simplement, puisque les dirigeables sont un moyen de transport très très efficace. Je voudrais vous parler en fait du fait que dans les années 30, il y avait de nombreux dirigeables qui faisaient la transatlantique, et il faut savoir que ça prend 3 jours. Et un dirigeable pollue déjà beaucoup moins qu'un avion, mais on pourrait en faire des dirigeables électriques, hein, qui... la transatlantique en 3 jours, c'est bien mieux que 2 semaines de bateau, hein. On peut faire un Paris-New York en 3 jours et un Paris-Tokyo en 4 jours. Donc c'est quand même très efficace. Sachant que dirigeable ne veut pas dire un confort, hein, puisqu'il y avait des chambres à l'intérieur, il y avait des fenêtres avec un pont promenade. Voilà, vous pourrez chercher le Hindenburg. Bon, malgré le fait que c'était un dirigeable allemand nazi à la fin de son existence, il a été très bien, hein, le Hindenburg, au niveau de l'intérieur. Je parle de l'aménagement intérieur. Il y avait des cuisines, des restaurants, il y avait tout ce que vous vouliez, hein. Et donc on pourrait imaginer des dirigeables électriques pour faire en sorte d'avoir zéro impact sur l'environnement au niveau aérien et au niveau du territoire aussi. Après, il faut développer bien sûr le train, il faut développer le train, il faut développer les nouveaux moyens de transport électriques en ville. Ensuite, je pense électrique mais sans batterie, parce que vous savez que les batteries lithium, encore une fois, moi j'aime bien mettre le point sur ce qui va pas, hein, dans les trucs, parce que je préfère que ça soit 100% respectueux. Donc les batteries lithium, vous savez qu'il y a des réserves de lithium, et encore une fois, ça pollue quand on met des batteries, voilà, quand on ne se sert plus des batteries, elles sont très polluantes. Donc ensuite, il faut développer les moyens de transport électriques, mais je pense, vous voyez, sur rail ou des trucs comme ça qui n'ont pas besoin de batterie. Il faut développer aussi les voitures sans chauffeur, hein, c'est-à-dire voilà, la Google Car, ce genre de choses. Et au niveau, qu'est-ce qu'on avait au niveau des transports? Je me rappelle, et oui, on a le maglev, par exemple, le maglev qui est un train magnétique qui est très, très important, qui va à 600 km/h et qui vole en quelque sorte, hein, qui est bien meilleur que le TGV. Donc développer le maglev ou ce genre de transport-là, qui sont très importants. Après, il faut trouver le moyen d'avoir des transports individuels, c'est-à-dire une volonté d'aller par là ou par là-bas tout seul, sans devoir forcément prendre les transports en commun, mais qui soient des transports 100% respectueux de l'environnement. Alors après, à voir comment on peut s'en sortir. Mais voilà. Et c'est ce que je voulais dire sur l'écologie, et ça sera tout, je pense, pour la vidéo, ça fait déjà beaucoup. Donc je vous laisse tranquille, j'espère que vous aurez apprécié, et je vous dis à la prochaine.